J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invité, auteur, compositeur, chanteuse et pianiste, mais aussi journaliste, oui ça se raconte, écrivaine et militante associative, présidente de SOS Autisme France, de Parole de Femmes également et lanceuse d'alerte sur la cause féminine et bien sûr l'autisme et en Israël également avec une forte parole. Nous l'avions reçue il y a quelques mois, un peu plus d'un an et demi, je dirais maintenant aujourd'hui. Olivia Catan vient nous parler de son 9e ouvrage, un vrai faux roman, Le sens de nos vies aux éditions Les Impliqués chez l'Harmattan. L'occasion comme toujours de découvrir notre invité et ce, en direct sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Olivia Catan. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir, de vous accueillir et de vous découvrir en face à face puisque la dernière fois nous étions à distance pour découvrir bien sûr votre actualité et cela va de soi puisque ce sera indissociable qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Pour ce faire, je vous demanderai d'abord 3 mots pour vous décrire, vous diriez lesquels? Je crois que je choisirais engagée, idéaliste et résiliente. Idéaliste, vous voyez, je note. Et résistante. Eh bien, on va voir. Non, si résiliente. 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 Résistante aussi, mais. Et oui, parce que ça vient juste dans un instant. Ouais. On va voir si ça colle avec votre personnalité donnée tout au long de cette émission. Et alors, le début, toujours le début. Olivia Catan, vous êtes née dans les années 60 à Boulogne. Vous êtes la petite fille d'un résistant, et voyez, William Benessiano, membre du réseau résistant Morange. Quel genre d'enfance vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? J'ai grandi avec des parents très aimants, avec des grands-parents qui prenaient aussi beaucoup de place. Un grand-père, en effet, qui était résistant, mais qui ne nous l'avait pas dit. Donc, je l'ai découvert à sa mort, dans une boîte de photos. Voilà. Et après, j'ai refait le chemin pour essayer de comprendre pourquoi il avait choisi de ne pas nous en parler. Et puis, j'ai vécu surtout dans un univers de femmes. Ma mère, ma grand-mère, des fortes personnalités, parfois autoritaires, qui m'ont élevée un petit peu à la dure, mais des femmes exceptionnelles qui m'ont quand même transmis aussi l'amour de la culture et ma grand-mère l'amour de la liberté, puisque c'est une femme qui avait connu un mariage forcé, qui a quitté son mari, qui est partie comme ça en laissant tout avec un enfant sous le bras pour aller rejoindre l'homme qu'elle aimait, mon grand-père. Et donc c'est cette liberté-là, je crois, cette volonté d'émancipation à tout prix des femmes, dans une époque en plus qui était quand même très très compliquée à l'époque en Algérie, qui m'a, je pense, aussi donné ce caractère peut-être que j'ai aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que, puisque vous en parlez dans votre livre et on comprend bien évidemment ces mémoires transgénérationnelles, ces familles comme ça qui nous apprennent toujours, j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes qui vous êtes parce que vous avez appris de votre famille et des mères qui vous ont accompagné, parce qu'on a la sensation en vous lisant qu'elles n'ont pas forcément vécu la vie qu'elles auraient voulu? Oui, je pense que les femmes, il est très difficile d'être une femme, même encore aujourd'hui. Moi-même, je n'ai pas obligatoirement vécu non plus la vie que je voulais parce que à un moment donné, vous devenez maman et puis il y a l'autisme qui arrive dans votre vie et donc qui va conditionner évidemment tout le reste de votre histoire. Alors ça, bien sûr, on va en parler très longtemps dans l'émission, mais on va progresser lentement mais sûrement. On voit dans votre livre, on lit dans votre ouvrage Le sens de nos vies, qui est un vrai faux roman, mais bien évidemment on comprend qu'il y a énormément de vous, puisque les prénoms ont été changés, mais votre histoire on la connaît et on la retrouve dans cet ouvrage. On lit une enfance où l'exil de votre famille a son influence, et vous le dites, vous l'écrivez, qui a conditionné ma vie, dites-vous. Oui, parce que j'ai toujours accordé une extrême importance aux racines. On ne peut pas grandir dans la vie si on ne sait pas d'où on vient, qui on est. Et pour moi, regarder en arrière, regarder l'Algérie, quand ma grand-mère m'en parlait, quand elle me chantait des berceuses en arabe, je crois que ça fait partie aussi de ces souvenirs quand j'étais bébé, quand j'étais enfant, qui sont restés. Et contrairement à ma famille, à mes parents, moi j'avais envie par exemple de retourner en Algérie parce que je l'ai un peu idéalisé.
côté, j'avais envie de mettre un petit peu des images réelles sur ces souvenirs d'enfance. Et c'est vrai que voilà, ma grand-mère maternelle, ma grand-mère paternelle parlait arabe, et donc ça faisait évidemment partie de notre vie et de notre folklore, la musique andalouse, arabo-andalouse, Enrico Macias, que j'ai pu rencontrer aussi, on en a beaucoup parlé avec lui. C'est évidemment, c'est tout ça, ça fait partie, en tout cas ça a toujours eu beaucoup d'importance à mes yeux, peut-être trop parfois, parce que je suis beaucoup sur la nostalgie aussi d'une ancienne époque, d'autres mœurs, d'autres éducations, d'autres valeurs, et c'est tout ça que j'avais envie de transmettre à mes enfants dans ce livre. On va y venir également, mais avant cela, quel genre de petite fille étiez-vous et quelles étaient vos passions? Alors moi, j'étais une petite fille plutôt vraiment garçon manqué. D'ailleurs, ma mère était un peu déçue à ma naissance parce qu'on lui avait dit que j'allais être un garçon et j'étais une fille. Et je crois que voilà, j'ai voulu lui prouver que j'étais vraiment un garçon. Donc, je faisais du cheval, j'étais très survoltée, très curieuse de tout. Après, j'étais très introvertie aussi. Je vivais un petit peu dans mon monde parce que je faisais du piano. J'ai commencé le piano, j'avais 5 ans. Donc, je composais des concertos, j'écrivais déjà des textes. J'étais une petite fille peut-être un peu spéciale, mais c'est vrai, très introvertie. J'avais beaucoup de difficultés finalement à communiquer avec les autres. Je me faisais pas beaucoup d'amis à l'école. C'est pour ça qu'après j'ai été harcelée. J'étais oui dans une sorte de bulle. Je ne vivais que par la littérature, par la musique de Chopin. J'étais toujours un peu triste. C'est une personnalité assez spéciale. Et après, évidemment, j'ai évolué, mais c'est vrai que je suis toujours quand même un peu voilà, penchée dans des ouvrages, dans des lectures, dans de la musique. Je n'aime peut-être pas ce monde, je n'aime pas non plus obligatoirement mon époque, et donc je me réfugie souvent dans l'art qui m'apporte en fait beaucoup de bonheur. Vous avez parlé il y a un instant de harcèlement. Est-ce que vous allez le vivre à l'école bilingue? Non, pas à l'école bilingue. Avant. Non, après. Après, en fait, j'ai commencé à le vivre au collège. Parce que voilà, je n'arrivais pas vraiment à me fondre dans l'ambiance générale. Les jeunes de mon âge ne m'intéressaient pas du tout. Je préférais les adultes. Voilà, donc je cherchais vraiment la présence d'adultes et pas du tout d'enfants de mon âge. Et puis après, il y a aussi eu des choses qui ont fait que je me suis un petit peu refermée. Ça a été la première insulte de sale juive qu'on m'a dit dans la cour d'école. Alors je suis une petite fille, j'étais une petite fille et je le suis toujours d'ailleurs. Quelqu'un qui se défend avec ses poings, donc je me suis battue avec cette petite fille. Après, c'était au lycée Janson de Sailly où on se battait contre le GUD qui venait nous attendre à la sortie de l'école. Donc c'est vrai que j'ai reçu cette insulte antisémite très tôt dans ma vie, et je me suis aperçue que malgré le fait qu'on me disait, et mes parents n'arrêtaient pas de me le dire parce que ce sont des juifs traditionnalistes mais très attachés à la France et aux valeurs républicaines, je me disais, ok, je suis française, mais quand même, avant, je suis juive. Et quand les gens me regardent, on voit d'abord la juive que je suis avant la française. Ouais. Et en fait, ce regard-là, du coup, comme il est venu tôt, il m'a accompagnée un petit peu tout au long de ma vie. Est-ce que cette histoire-là, est-ce qu'elle vous a porté, notamment pour écrire ce livre, dans la période que nous vivons ? Est-ce que vous l'avez gardé et vous vous êtes dit, finalement, les temps n'ont pas changé, mais c'est peut-être pire aujourd'hui, je veux le raconter à mes enfants, surtout, aux autres aussi? Disons que je voulais, en effet, parler évidemment de ce parcours. Et de tout. De cette transmission d'abord que je voulais absolument faire à mes enfants, de l'histoire de mes ancêtres, de l'histoire de la résistance de mon grand-père, de ces femmes formidables qui m'ont accompagnée tout au long de ma vie, mais aussi de ces épreuves que j'ai connues quand j'étais petite, voilà, pour leur parler, pour leur dire, voilà, quand on est juif, on a une existence particulière. Voilà, c'est ça. On a une identité qui est très difficile à porter, donc il faut le savoir, il faut l'assumer, il faut pas en avoir peur, il faut pas en avoir honte, faut la porter au contraire, faut vraiment, moi je la porte en tout cas comme cela, je n'ai pas peur de dire que je suis sioniste, je n'ai jamais eu peur de le dire, sur n'importe quel plateau, qu'il soit de droite ou de gauche, parce que je suis ce que je suis, on m'aime ou on ne m'aime pas, on m'accepte ou pas, mais je ne renoncerai jamais à mes valeurs en tout cas.
Olivia Catan a pris une scolarité, vous l'avez dit, à l'école bilingue, à Janson de Sailly et d'autres, qui ne fut pas forcément des meilleurs. Vous allez faire des études de piano à l'école normale de musique, au studio des variétés. Vous devenez auteure-compositrice et vous formez votre propre groupe, avec notamment Mathieu Chédid. Ça m'a beaucoup fait sourire. Quel souvenir vous gardez de cette période que vous avez dû interrompre? Disons que j'étais auteur-compositeur, donc après il a fallu que je fasse un groupe. Je n'ai pris que des garçons qui m'accompagnaient. C'était une musique, c'était de la world music, donc avec beaucoup d'influence. Il y avait à la fois de l'influence séfarade et il y avait aussi de la musique yiddish que j'adore. Donc il y avait du klezmer, il y avait une clarinette, il y avait un accordéon. Et Mathieu Chédid, que j'avais rencontré parce que chacun appartenait à une école différente, on a décidé de travailler ensemble. Il est devenu mon guitariste, mon arrangeur, mon ami. Et donc, c'était une période de ma vie qui était folle parce que c'était des répétitions jusqu'au bout de la nuit avec des gens comme Higelin, Aubert qui nous accompagnaient. Donc, c'était une époque aussi, une époque de liberté, de création. Et donc, c'était une époque formidable. Vous avez arrêté cette carrière au profit d'études de lettres modernes à la Sorbonne, de droit à Malakoff, de journalisme aussi et d'histoire de l'art à l'école du Louvre. Vous devenez journaliste et vous allez vous spécialiser peu à peu dans l'art, la culture, les faits de société, le droit des femmes, les religions, le handicap pour divers médias, en presse écrite ou encore dans les grandes gueules sur RMC. Vous allez reprendre des études de psychologie. Pourquoi vous reprenez ces études-là et quand ? Je crois que je suis amoureuse des études et je crois que jusqu'à la fin de ma vie, si je peux encore apprendre autre chose, je l'apprendrai. J'ai toujours aimé apprendre parce que j'ai l'impression de faire travailler mon cerveau, de me faire réfléchir, de ne pas rester sur mes acquis, de me remettre en question, de me lancer aussi peut-être des défis. Donc j'ai voulu étudier la psychologie pour peut-être mieux comprendre l'autisme, pour mieux comprendre mon fils, pour vraiment avoir tous les outils possibles pour aider mon fils et les autres personnes autistes, puisque je suis présidente d'SOS Autisme France, pour les aider au maximum, pour essayer vraiment d'avoir aussi cette compétence-là en plus. Mais c'est vrai que l'apprentissage, pour moi, c'est l'éternelle jeunesse. Plus on apprend, plus on a l'impression d'être une enfant qui découvre des choses. Donc, je crois que je suis restée une petite fille. Olivia Catan, vous avez aussi été attachée de presse, je crois savoir, aux éditions Robert Laffont, pour Marek Alter. Vous avez mené 3 campagnes de communication en France et en Europe sur la trilogie des femmes de la Bible de Marek Alter. Et j'ai envie de dire que cela commence là, peut-être, ou pas. Le féminisme qui commence à vous coller, cheviller au cœur et au corps, c'est votre premier combat. Disons que le droit des femmes est arrivé avant parce que à une époque j'avais mon premier compagnon qui était lieutenant de police dans la BRB et nous l'avons perdu. Donc j'étais avec une petite fille, on a connu des temps assez difficiles et ce féminisme-là, cette précarité en fait des femmes, j'étais mère isolée, ça s'appelle comme ça, et donc je pense que ça m'a quand même montré aussi le regard que la société peut avoir sur ces femmes qui sont seules avec un enfant. Donc, on m'a dit parfois que on m'a traité de mère isolée, on me traitait de fille mère. Enfin, j'ai entendu des appellations incroyables quand je cherchais un appartement, quand je faisais des démarches administratives. Et donc, ça a commencé en fait, je crois, à ce moment-là. Et puis après, j'ai subi des violences. Donc évidemment, ce féminisme, ce besoin de défendre le droit des femmes a grandi en moi. Et puis, il y a eu aussi cette rencontre évidemment avec Simone Veil, qui a été pour moi une chance incroyable, parce que j'adorais cette femme, parce que je l'admirais énormément, parce qu'elle me faisait rire. Et ce que peut-être les auditeurs ne savent pas, mais elle était extrêmement drôle quand on la voyait en privé. Et voilà, c'est tous ces éléments-là, peut-être aussi mon parcours, ces femmes qui m'ont accompagnée, qui ont fait à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me batte pour le droit des femmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens orpheline d'une cause féministe qui ne me ressemble plus. En tout cas en France. Oui, c'est ce que vous dites. Vous créez une association Parole de Femmes sur cette antenne. D'abord une émission aussi qui va avec, dont l'objectif était de promouvoir le droit des femmes dans toutes les sphères de la société. Vous avez réuni lors d'un gala 1000 femmes pour l'égalité avec des femmes de toutes origines. Vous en parlez dans votre livre. Vous faites bouger beaucoup de lignes dans les écoles, les centres de détention, à la télévision, dans la musique et même en politique. Et vous dites une phrase que j'ai trouvée très troublante et très belle à la fois. Vous dites « J'étais intransigeante
intransigeante devant la bête noire de certains élus, de droite comme de gauche, qui ne savaient pas comment me gérer. Certains respectaient mes convictions, mais redoutaient ma capacité à écrire des brûlots lorsqu'ils n'agissaient pas assez vite sur les dossiers de victimes que je leur soumettais. C'est vrai. C'est-à-dire que j'ai toujours eu, voilà, c'est ce que je disais au début, je suis une idéaliste, donc j'avais des illusions. Je pensais qu'il suffisait de s'engager dans un domaine comme le droit des femmes pour faire vraiment entendre ma voix. Et puis je me suis heurtée évidemment à l'administration, je me suis heurtée à des politiques qui vous disent oui, mais qui ne font rien derrière. Et moi, j'avais tous ces dossiers de victimes de femmes qui me faisaient confiance, qui venaient me demander de faire avancer cette cause. Et je me retrouvais face à des politiques qui s'en foutaient totalement, qui agissaient seulement si ça leur faisait du bien par rapport à leur carrière ou par rapport à la campagne qu'ils étaient en train de mener. Et donc, je me retrouvais en effet à écrire des brûlots parce que certains élus me disaient, écoutez, vos dossiers de victimes, on n'en a rien à faire. De toute façon, voilà, on va pas s'en occuper. Et donc, j'ai été extrêmement déçue par le milieu politique de droite comme de gauche, même si la droite a été quand même beaucoup plus offensive sur le droit des femmes, je trouve, que la gauche. Finalement. Vous en parlez dans votre ouvrage. Vous aviez, puisque vous m'avez lancé la passerelle il y a une seconde, témoigné dans cette émission de la sidération post-7 octobre, où vous aviez été lâché par les femmes que vous souteniez autrefois. Est-ce que vous vous sentez trahi encore par ce pacte féminin ? Oui, totalement. Je me sens trahie parce que j'étais en Israël à ce moment-là, je vivais là-bas. Et donc, il y a eu le 7 octobre. J'étais amie avec des sauveteurs qui m'ont envoyé des photos terribles. Et moi, ce qui m'a apparu, c'était pas obligatoirement le pogrom tout de suite. Comme j'ai cette sensibilité féministe, ça a été de voir ces corps de femmes mutilés avec leurs culottes en bas de leurs pieds. Et tout de suite, je me suis dit, c'est un féminicide, il faut le dire. Il faut parler de viol, il faut parler de ces violences qu'elles ont subies. Ok, elles ont été tuées, bien sûr. Il y a eu des hommes, il y a eu des enfants. Mais elles ont été tuées et avant d'être tuées, elles ont été aussi violées. Et donc, je voulais en témoigner. J'ai fait cette pétition comme un cri du cœur. J'ai eu presque 1 million de signatures. Ça a été incroyable. Il y a eu quand même beaucoup d'artistes qui ont soutenu cette démarche. Et étrangement, je l'ai envoyée aux présidentes d'associations féministes avec lesquelles on a battu le pavé pour diverses choses. Et là, elles ne voulaient pas la signer. Elle refusait de la signer, comme si ces victimes israéliennes n'étaient pas des femmes ou des victimes, parce qu'elles vivaient du mauvais côté de la frontière. Et j'ai été sidérée par ça, j'ai été choquée. Je me suis dit, pour moi, le féminisme est mort en France. Et puis après, il y a eu aussi ces femmes qui ont été malmenées lors de manifestations. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche parce que, alors oui, le droit des femmes, mais pas pour les femmes juives, pas pour les femmes israéliennes. Ouais. Alors, il va falloir qu'on crée une nouvelle association juste pour les femmes juives et israéliennes, comme si on faisait pas partie de l'humanité. Et donc, ce manque d'humanité que ces femmes ont eu, ça m'a vraiment perturbée. Alors après, j'ai obtenu la signature de certaines. C'est ce que j'allais vous dire. Vous avez connu des victoires. Il y a un autre combat que vous portez, Olivia Catan. Vous en parlez dans votre ouvrage, qui vous a fait mettre votre carrière de côté. Vous l'indiquiez tout à l'heure. Votre rôle de mère, mais aussi d'aidante, lorsque vous apprenez que votre fils de 4 ans est autiste. On ne l'avait pas décelé à l'échographie, ni même, vous savez, on fait la trisomie. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Pour l'instant, on n'en est pas là. Non. Et ça, c'est un souci. Pour l'instant, on ne sait pas en fait la cause de l'autisme. Alors, on dit que c'est une cause multidimensionnelle. Moi, je pense qu'il y a une part de génétique parce que j'ai un frère autiste. Donc, voilà, moi, j'accorde de l'importance à cette piste, mais ce ne sont que des pistes. Voilà, il y a rien encore qui a été prouvé. On ne sait pas. Vous allez alors vous battre parce qu'on vous dit de vous baisser les bras en fait. On vous dit, voilà. Faut baisser les bras, faut arrêter. On me dit ce qu'on avait dû dire à ma mère à l'époque, c'est-à-dire faites le deuil de votre enfant et occupez-vous de vos 2 filles, puisque j'ai 3 enfants. Mais j'avais vu aussi les psychanalyses, j'avais vu comment mon frère avait été traité à base de médicaments, d'une camisole chimique qui lui a fait beaucoup de mal au niveau de sa santé, qui ne l'a pas fait avancer non plus dans sa vie. On l'a renvoyé d'école en 4e parce que voilà, il n'y avait pas de... À l'époque, les gens ne se révoltaient pas, ils acceptaient les choses. On n'avait pas Internet, on n'avait pas toutes les informations qu'on a aujourd'hui. Et donc, quand le médecin me dit ça, évidemment, je redeviens la sœur qui a tant souffert dans son enfance, de voir son petit frère ne plus aller à l'école, souffrir comme il a souffert.
Et là, je me dis, non, moi, je refuse. Je refuse le diagnostic. Alors oui, d'autisme, mais je refuse en tout cas le diagnostic de c'est fini, c'est terminé, il a une déficience intellectuelle, il ne fera jamais rien dans la vie, puisque le médecin ne m'a pas dit seulement autiste, il m'a dit déficience intellectuelle. Et je voyais bien dans les yeux de mon fils, même s'il n'avait pas les mots pour le dire, toute l'intelligence du monde et une hypersensibilité. Et donc, je me suis dit, je vais me battre. Et j'ai trouvé cette méthode qui a sauvé notre vie, qui a sauvé sa vie, surtout, la méthode Feuerstein, et je l'ai trouvée en Israël. Vous l'avez trouvée en Israël. Comment on peut expliquer cette méthode pour les gens qui nous écoutent? Parce que forcément, en écoutant ce que vous dites, ça donne un espoir. Oui, c'est un espoir infini. Alors après, peut-être qu'ils vont pas tous, grandir, évoluer de la même façon que mon fils a évolué. Mais en tout cas, c'est de la stimulation cognitive, c'est de la remédiation cognitive. C'est-à-dire que les enfants sont, pendant 4 heures, 5 heures, tous les jours, ils sont stimulés par des orthophonistes, des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des comportementalistes, avec des jeux d'enfants, c'est tout simple, c'est des pictogrammes, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais en fait, cette stimulation va faire que, étant donné que certains circuits neuronaux sont abîmés dans le cerveau, Feuerstein croyait à la plasticité du cerveau et donc il va emprunter d'autres chemins dans le cerveau et pour reconstruire d'autres chemins cognitifs. Et donc cette stimulation, d'ailleurs il s'occupait pas que des autistes, il s'occupait de trisomiques, de personnes qui avaient eu un obus par exemple dans le cerveau, des personnes qui avaient eu un AVC. Donc c'est un peu le même système, c'est une espèce de rééducation du cerveau pour trouver d'autres chemins neuronaux. Et ça a très très bien marché sur Ruben, puisqu'au bout d'une semaine, les premiers mots sont apparus. Après, en 3 semaines, ça a été presque miraculeux parce qu'il avait 500 mots à son actif, mais rien n'était dans l'ordre, tout était encore à faire. Mais la méthode extraordinaire du professeur, c'est qu'il formait les parents en même temps pour qu'après nous soyons les aidants et qu'on continue en fait cette méthode à travers notre vie quotidienne. Et il me demandait, tous les après-midi de l'emmener au musée, au zoo, pour continuer cette stimulation intensive. Et il m'a dit une chose que j'ai toujours retenue, c'est mettez-le à l'école, parce que la méthode, sans l'école, avec les autres, ça ne servira à rien. C'est ce que vous allez faire, vous allez vous battre. De retour en France, ça va pas forcément être évident. Vous allez devenir AVS, vous allez créer une association, une nouvelle association, SOS Autisme France. Comment va votre fils aujourd'hui ? Très bien, il est en pleine épreuve là, parce qu'il a eu son bac en Israël avec les félicitations du jury, mention très bien. Et puis il a fait un concours, il est rentré dans une école d'expertise comptable et là il en est à sa première année. Et donc ça va très bien, il est merveilleux. C'est évidemment il est autiste, donc il doit encore apprendre beaucoup de choses, l'autonomie, la socialisation, s'adapter tout le temps en fait à notre monde, parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on demande aux autistes. Il faut qu'ils passent leur temps à s'adapter à tout, à ce monde qui n'est pas facile pour eux, parce que la société française n'est pas très inclusive et donc ils sont toujours en permanence obligés de s'adapter dans le travail, à l'école, au sport, avec les autres, avec le regard des autres. Et donc ce n'est pas facile, ce n'est toujours pas facile pour lui, mais il arrive à accomplir quand même un parcours. Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à cette réussite-là, en tout cas. Olivia Catan, est-ce que la méthode que vous venez d'évoquer, vous avez pensé à la faire venir en France ? Est-ce que c'est le cas ? En parallèle de tout cela, vous avez tiré la sonnette d'alarme vis-à-vis de plein de choses, vis-à-vis de l'autisme. Vous aviez à un moment donné dit que l'État français était maltraitant, négligent vis-à-vis des enfants autistes. Est-ce qu'on a évolué sur le sujet et qu'est-ce que vous faites encore aujourd'hui pour que c'est pas seulement moi qui le dis, c'est le Conseil de l'Europe qui a jugé la France maltraitante. Mais je trouve qu'aujourd'hui on a reculé au lieu d'avancer. C'est-à-dire que la droite avait mis des choses quand même, des garde-fous, par exemple à l'école, par rapport à la loi de 2005 sur l'égalité des chances que Chirac avait initié, Simone Veil d'ailleurs aussi. Et finalement, aujourd'hui, on a construit des espèces de plateformes avec plusieurs aidants qui vont d'un enfant à un autre, d'un handicap à un autre, qui est totalement contre-productif. Et donc, tout ce que la droite avait fait de bien, là, Monsieur Macron a tout détricoté. Et évidemment, aujourd'hui, c'est très, très compliqué pour les familles. On va en parler, on reste avec vous Olivia Catan, on parle de votre livre dans un instant, Le sens de nos vies aux éditions Les Impliqués chez l'Harmattan. Et puis mes chroniqueuses, parce qu'aujourd'hui c'est que des filles, seront avec nous dans cette émission, mais tout de suite c'est le rappel des titres.
Cyrielle Sarah Cohen. – 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Rebonjour Cyrielle, bonjour à tous. Les centres d'aide de la Fondation humanitaire pour Gaza en charge de la distribution de l'aide dans le territoire palestinien sont aujourd'hui fermés. Cela fait suite aux scènes de chaos observées hier à Rafah lors d'une distribution. Les opérations devraient reprendre demain. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se prononcer dans la journée sur un projet de résolution pour un cessez-le-feu à Gaza. Le texte devrait néanmoins se heurter à un nouveau veto américain. Les autorités syriennes assurent ne constituer une menace pour personne dans la région du Moyen-Orient après des tirs de projectiles depuis la Syrie sur Israël hier soir. L'État hébreu a riposté en bombardant la Syrie en retour. Un collectif d'associations dont font partie Attaque France et l'Union juive française pour la paix demande au tribunal de Bobigny d'empêcher le Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget d'accueillir des entreprises israéliennes. Le salon doit se tenir du 16 au 22 juin prochain. Le syndicat Sudrail a déposé un préavis de grève qui débutera le jeudi 12 juin à 19h jusqu'au lundi 1er septembre à 8h. Le syndicat réclame une augmentation immédiate d'une prime de travail de 100 € et dénonce des conditions de travail dégradées chez les contrôleurs. Un mot de sport enfin avec du tennis et le premier set 7-6 arraché par la Française Loïse Boisson en quart de finale de Roland-Garros côté féminin après quasiment 1h30 de jeu et un tie-break au coude à coude face à la Russe Mira Andreeva. Le match se poursuit. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et c'est la suite de notre émission avec Olivia Catan et mes chroniqueurs sur Radio J. 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Fabienne Hameçon, responsable du service écoute-mémoire de l'OSE. Dans leur enfance, les survivants de la Shoah ont connu des années terribles. Mais plus de 70 ans plus tard, l'OSE veut leur permettre de vivre de bons moments. Des moments de partage, de chaleur humaine et de solidarité au sein de ces différents services. Des lieux de parole et de convivialité, tels écoute-mémoire et histoire, le café des psaumes, les graines de psaumes. Aidez-nous à leur apporter aujourd'hui ce bien-être. Merci à vous. Association OSE, dons sécurisés, ose-france.org. Radio J. Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah Cohen, du lundi au jeudi. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Olivia Catan, pour son vrai faux roman, Le sens de nos vies aux éditions Les Impliqués chez l'Harmattan. Et puis, je m'intéresse évidemment à cet ouvrage. Nous avons brièvement donné les lignes dans le début de cette émission, mais pour résumer, c'est peut-être le cumul de vos combats que vous avez voulu une nouvelle fois raconter, Olivia, romancer, faire vivre dans le sens de nos vies, mais pas seulement, puisque nous remontons au départ de votre vie de femme avec tout ce qui vous a construit, l'histoire de votre famille juive séfarade d'Algérie, de son exil et du poids de la famille, des valeurs inculquées via le cordon ombilical comme le sionisme, des femmes de votre famille, de leur liberté, qu'importe le coût et les coûts, je dirais, la communication avec notre famille, les gens qu'on aime, ce qu'on emporte de nos êtres aimés, les rencontres et les mésaventures amoureuses qui ont forgé votre combat féministe avec une tentative de viol par un politique que vous racontez sans pour autant donner son nom, et aussi la visibilité des femmes de 45-60 ans. C'est un livre qui brasse de nombreux sujets, mais je me suis dit que c'était aussi et peut-être et surtout le testament de votre histoire en héritage. Oui, c'est totalement ça. C'est vraiment une lettre testamentaire que j'ai voulu laisser en effet à ma fille pour qu'il reste aussi quelque chose de tout ça, de ces gens que j'ai aimés, de cette époque que j'ai vécue et peut-être de moi aussi. Voilà, pour revoir aussi dans leurs yeux un peu ma grand-mère, un peu tous ces gens qu'on a aimés et puis cette transmission de femme en femme. Donc je crois que c'est tout ça, voilà. Vous vous dites souvent que c'est un livre que vous offrez quelque part à vos filles, vos deux filles aînées, mais il y a aussi un fils. Et je me suis dit, si ce livre était plutôt consacré aux femmes, parce qu'il y a ce combat très fort, ou si les hommes aussi pouvaient le lire
Et que dirait votre fils ? Je crois que mon fils, qui a lu le livre, d'ailleurs mes filles ne l'ont pas encore lu, donc mon fils l'a lu. Mon fils est très féministe. Et évidemment, on l'a élevé comme ça avec mon mari. On lui a vraiment mis cette petite graine de féministe dans le lait maternel. Mais c'est vrai que les hommes font partie de ce combat féministe. Moi, avec Parole de femme, j'ai toujours invité les hommes à se joindre à ce combat. Parce qu'on n'est pas là pour rejeter l'homme. On parle de droit des femmes. Bien sûr, on parle d'égalité avec les hommes. Donc les hommes font partie de l'équation. Et donc moi, mon vice-président, Karim Hervé Ben Kamla, est un homme. Et pour moi, il était très important, évidemment, d'inviter les hommes à ces réunions féministes parce que il faut vraiment qu'on arrive les uns et les autres à se parler, à dialoguer ensemble et à faire avancer le droit des femmes et lutter, surtout faire reculer les violences faites aux femmes. Quand on regarde votre histoire, quand on la lit, Olivia Catan, on comprend qui vous êtes et surtout pourquoi vous êtes devenue celle que vous êtes. Ce qui m'a frappée, c'est que votre vie est traversée, vous l'avez dit il y a un instant, par l'autisme, votre frère, votre premier amour, votre fils. Et je me suis dit peut-être que la vie, vous avez sûrement choisi pour accomplir cette mission, peut-être divine. Vous dites dans votre livre que votre mission est celle des femmes, mais celle-là aussi est quand même importante. Oui, mais après, je crois que je suis vraiment une hypersensible. Et donc, j'ai toujours, depuis que je suis petite, j'avais une phrase quand j'étais petite, je suis de la couleur de ceux qu'on persécute. C'était ma phrase de Lamartine que je répétais à longueur de journée. Et donc, je crois que j'ai ce côté engagé, comme quand j'ai rencontré Coluche, c'était la même chose. C'est-à-dire que j'ai tout de suite senti chez lui cette fibre d'engagement. Et donc, on est devenus amis. Et donc, ça a toujours fait partie de ma vie, cet engagement. Là. Et puis, c'est vrai que l'autisme de mon fils m'a appris énormément de choses. Il m'a changé parce que ce sont des personnes extrêmement sensibles, ce sont des gens sans filtre qui vous disent la vérité comme ça. Toute brute. Ce qu'on n'a pas l'habitude, nous, de dire. On a toujours... le masque social. On a évidemment, bien sûr, on peut pas tout se dire comme ça. Et ça serait peut-être bizarre, d'ailleurs, qu'on se dise tous la vérité comme ça. Mais les autistes savent le faire. Et il m'a habituée aussi à le faire. Et peut-être aussi à me confronter à mon propre miroir, à ma propre image. Et à me dire, aujourd'hui, il faut que tu dises vraiment la vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis ce que je pense sur le droit des femmes, sur Israël. Je pense qu'il m'a fait grandir et l'autisme m'a fait grandir. Oui. On peut dire votre âge, Olivia Catan ? Bien sûr. Alors 57, je ne sais pas pourquoi tout le monde me dit 58, mais non. Parce qu'en fait, on fait la date de naissance moins 2025, donc potentiellement vous aurez 58 dans l'année, mais on va rester sur les 57. Vous avez un titre de livre qui est Le sens de nos vies. Quel est le sens de votre vie à vous aujourd'hui, Olivia ? Le sens de ma vie, c'est mes enfants. C'est mes enfants, c'est mes valeurs républicaines, c'est mes engagements. C'est aussi Israël, parce que quand je suis en Israël, je pense à la France, et quand je suis en France, je pense à Israël. Mais Israël fait vraiment partie de moi. Je souffre d'être là, je souffre de l'image qu'on donne aujourd'hui d'Israël, ce pays que j'aime, qui est riche d'une diversité incroyable, et que l'on réduit au conflit israélo-palestinien et à la guerre actuelle. J'observe qu'à chaque fois que vous trouvez une porte fermée, Olivia Catan, vous prenez la plume et l'encrier, souvent, une façon de vous débattre et de combattre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais peut-être pour Israël, on peut espérer un prochain livre sur le sujet. Je l'espère. Je suis dessus. Après, il faut trouver un éditeur. Ah, vous voyez, je l'ai bien senti. Vous ne me l'avez pas soufflé en plus. Non, c'est vrai. Okay. Je suis dessus. Maintenant, c'est vrai qu'il est très difficile de parler d'Israël autrement. Il y a un film qui sort au mois de novembre, un film que j'ai fait quand j'étais en Israël, sur 8 femmes qui sont chorégraphes, qui sont danseuses, dont une qui est palestinienne, pour montrer justement la diversité israélienne, avec une éthiopienne, une ukrainienne, une femme qui vient du Maroc, avec des femmes très différentes, une femme qui danse aussi en fauteuil roulant. Et donc ce film, j'espère que je pourrai le diffuser sur une chaîne de télévision. Pour l'instant, je n'y arrive pas, parce que dès que je dis le mot Israël, la porte est fermée, et je trouve que c'est regrettable de tout mélanger comme ça. Olivia Catan, c'est un de vos sujets et vous venez de parler de femmes, donc c'est une nouvelle transition. Selon un sondage IFOP pour votre association Parole de femmes, 3 femmes sur 4 de 45 à 60 ans se sentent sous-représentées, peu reconnues dans la société. Elles se sentent ignorées par les discours publics, les représentations médiatiques et parfois même par les politiques publiques comme presque invisibilisées. Est-ce que cela vous a impacté ? Dites-nous pourquoi.
En fait, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont dit comment tu vis finalement ta cinquantaine. Alors oui, nous, on la vit bien. On a l'impression d'avoir réussi à acquérir de l'expérience, des compétences, même si on est resté à la maison s'occuper de nos enfants, parce que même à la maison avec des enfants, on arrive à acquérir des compétences. Et on a l'impression que notre image est un petit peu balayée, un petit peu moquée. On est des ménagères, on est des mères au foyer. Il n'y a pas de pendant pour les hommes de 50 ans. Et donc, ce regard un peu méprisant, ce côté aussi ah oui, mais elle s'énerve parce qu'elle est ménopausée. Ça m'insupporte. Et même quand vous allez voir votre gynéco, il vous raconte pas la ménopause. Il vous raconte pas tout finalement cette périménopause, ces bouffées de chaleur que vous allez avoir, ce mal-être, ces angoisses. On vous prépare pas à tout ça, et je trouve qu'aujourd'hui, il faut essayer d'informer les femmes sur la suite. Évidemment, il y a la jeunesse, après il y a être maman, porter un enfant, et puis après, il y a aussi la ménopause, et il faut en parler. Et c'est un tabou, je trouve, dans les médias. D'ailleurs, ce sondage IFOP, il est sorti dans Le Parisien, qui a accordé 8 pages au sujet, et il n'a été repris par aucun média. Et ça a prouvé juste qu'on n'a pas envie de parler des femmes de notre âge, parce que ce sont des sujets qui ne font peut-être pas vendre, alors que finalement on est quand même 6 millions de femmes dans ce cas-là. Vous mélangez agisme et sexisme qui s'additionnent alors, notamment quand on cherche du travail, comme cela peut-être était votre cas après votre fils, après qu'il ait grandi. Et vous dites une phrase très juste: quand vous êtes jeune, vous courez, quand vous êtes maman, vous courez. À 50 ans, vous pensez. C'est le moment de prendre du temps pour soi, de se fixer de nouveaux objectifs, parce que non, à 50 ans, on n'est pas jeté à la poubelle. Non, on n'est pas jeté à la poubelle, on peut apporter énormément aux futures générations. On apporte aussi notre regard sur la société. On a réussi à acquérir cette expérience, on peut faire encore plein de choses, on a plein de choses à dire, et il faut prendre le temps, évidemment, de nous écouter et de ne pas se dire voilà, maintenant place aux jeunes et l'ancienne génération à la poubelle. Ce que j'admire d'ailleurs en Israël, c'est parce que c'est pas du tout le cas en Israël. En Israël, je trouve que les personnes âgées sont beaucoup mieux traitées qu'elles ne le sont en France. Elles sont beaucoup plus visibles, elles font plein de choses, elles passent leur temps à faire des excursions, à faire de la poterie, à manifester, à faire des mouvements politiques, et je trouve ça incroyable et formidable, parce qu'on voit que les personnes âgées, elles sont tatouées, elles sont percées, elles sont, voilà, parfois elles fument même un pétard, et c'est incroyable, mais ici on voit pas ça. Quand on est vieux, quand on a 50 ans, on a l'impression déjà d'être acheté à la poubelle, et je trouve que c'est une honte. Et souvent, j'ai envie de dire que ces personnes dont vous parlez en Israël, à Paris, en France, elles sont en EHPAD. C'est aussi fou de penser ça, mais c'est la réalité, tandis que eux vivent vraiment au lieu de survivre dans un pays qui est en guerre. Donc c'est quand même incroyable. Françoise Laborde dit: il faut que ça vienne de soi, c'est à nous de nous rendre visibles parce que personne ne le fera à notre place. J'ai trouvé que c'était très juste, mais encore une fois, comme c'est vous qui élevez le débat et qui soulevez ce sujet, Olivia Catan, j'ai envie de dire que c'est un changement qui ne peut venir que de vous, par vous, finalement. Oui, on va essayer de faire changer les choses avec Françoise Laborde, avec Marina Carrère-Dancos. Voilà, on va essayer de faire un think tank pour pouvoir parler de ces problématiques-là. Et c'est ce que je reproche au nouveau mouvement féministe. En fait, elle parle toujours de choses vraiment très, très fermées. Alors oui, MeToo, c'est très important. Les violences faites aux femmes, c'est très important. Mais il y a aussi il y a aussi d'autres combats à mener. Il y a la précarité des femmes dont on ne parle pas assez. Il y a le problème des mères isolées qui sont seules avec un enfant et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et il y a aussi, en effet, la ménopause, l'invisibilité des femmes de 50 ans. Il y a une multitude de sujets dont il faut parler, et je trouve que les nouveaux mouvements féministes sont axés parfois sur des choses un peu dérisoires, comme par exemple Madame Mademoiselle, qui m'avait, en tout cas cette campagne m'avait insupportée. Eh bien, j'ai envie de vous demander si vous aimez le théâtre, Olivia Catan. Ah, j'adore le théâtre. Eh bien, on vous y emmène tout de suite avec Charlène Villemer. Au théâtre. Bonjour Charlène. Et bonjour Cyrielle, bonjour Olivia et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans une institution culturelle, la Comédie Française, pour voir Écube, pas Écube, créé au Festival d'Avignon l'an dernier par son directeur Thiago Rodriguez. Cette pièce, c'est une superposition d'époques, de rôles aux tourments similaires. Sur scène, une troupe de théâtre doit jouer Écube, tragédie antique d'Euripide. Nadia est comédienne et joue l'héroïne de la pièce, Écube, qui a tout perdu et dont les enfants ont été massacrés par l'armée grecque. Mais Nadia, elle aussi, est une mère en colère contre une maison d'accueil et donc l'État qui a maltraité son fils autiste et qui s'appelle Otis. Otis ne parle pratiquement pas. Nadia a compté, il maîtrise 47 mots. Câlin,
pas câlin, légumes, pas légumes, chocolat, chocolat. Pour certains, Otis est limité, mais on dira plutôt qu'il a des intérêts restreints. Mais alors comment savoir? S'il subit des maltraitances, il suffira d'un signe. Écube, pas écube, c'est l'histoire de l'amour inconditionnel d'une mère pour son enfant, celle qui se donne la mission d'aboyer pour son fils presque muet, une chienne de guerre, ivre de colère. Mais chut, silence, les répétitions commencent, l'équipe de comédiens est prête à répéter, ils sont à 14 jours de la première des cubes et ils ne sont pas prêts. Mais Nadia, elle est déjà ailleurs. Suite à la plainte concernant les faits de maltraitance sur mineurs et de violation du devoir d'assistance que constitue le dossier 1947 JV, les 12 mineurs résidant à la maison d'accueil de la rue de la Paix, porteurs d'autisme profond et âgés entre 9 et 16 ans, notamment Otis âgé de 12 ans, votre fils, ont été victimes de mauvais traitements continus, d'abandon. Cube, pas écube, c'est un chassé-croisé entre le bureau du procureur et le théâtre. Un jeu de miroir entre l'antique et notre époque. La souffrance de Nadia s'entremêle avec celle des cubes. Reine de Troie, déchue en quête de justice et de vengeance. C'est forcément une pièce qui devrait parler à notre invitée et on se l'imagine bien qu'elle est tirée de faits réels. Et oui, Cyrielle, une comédienne avec qui travaillait Thiago Rodriguez à l'époque a porté plainte contre l'État pour les violences subies par son propre enfant autiste dans un foyer de l'État. Olivia, ça résonne, bien sûr. Forcément, ça résonne avec les récents scandales dans les EHPAD, les crèches, les hôpitaux psychiatriques, tous ces lieux censés protéger, mais qui parfois abîment. Toutes ces institutions qui dysfonctionnent. Nadia accuse l'État français de maltraitance envers les enfants autistes et on pense bien sûr à vous, Olivia Catan. Sur scène, dans un décor crépusculaire, 7 comédiens de la comédie française, Denis Podalides, Elsa Le Poivre, Éric Genovese, Loïc Corbéry, Gaël Camilindi, Elissa Aloula et Sephora Pondy, je les donne tous parce qu'ils étaient brillants. Ils apportent beaucoup de justesse et même de l'humour. Oui, de l'humour dans ce combat tragique. Alors évidemment, cette pièce, elle vous retourne un peu. Elle vous questionne. On est suspendu aux lèvres des comédiens, mais ce qui m'a particulièrement émue, c'est lorsque je suis tombée sur ce couple. En sortant de la salle, il était accompagné par leur fils. Un autiste était donc dans la salle ce soir-là. Écube, pas écube, c'est une tragédie antique, mais c'est surtout une tragédie bien d'aujourd'hui, qui après une tournée en Europe, revient donc salle Richelieu jusqu'au 21 juillet prochain, à voir absolument. Ça nous a donné très envie. Et il paraît que c'est formidable. C'est ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. C'est standing ovation à la fin. Ouais. Et ben voilà, on va magnifique. y aller. Merci beaucoup, Charlène Villemer. Tout de suite, c'est la chronique de Leslie Valenzy du collectif Agité. Le billet du jour. Et c'est l'heure de parler médias et antisémitisme avec Leslie Valenzy, présidente du collectif À Juste Titre. Cette semaine, Leslie, on peut le dire, c'est une avalanche d'actes antisémites et de biais médiatiques. Merci Cyrielle. On ne peut plus voir, écouter, lire dans les médias que l'antisionisme n'est pas de l'antisémitisme. Ça fait bientôt 2 ans qu'on le crie en boucle et ça fait bientôt 2 ans que des actes quotidiens dramatiques font de la France un laboratoire de l'antisémitisme. Prenons juste ces 5 derniers jours. Des tags antisémites, des croix gammées, début d'incendie dans une école juive à Lyon. À Poissy, un homme qui arrache et tente de brûler un drapeau israélien à la synagogue. Et à Paris, plusieurs lieux juifs, dont le mémorial de la Shoah encore une fois, ont été visés par des jets de peinture verte. Alors j'insiste sur le terme de lieu juif et non pas de lieu israélite comme on a pu l'entendre sur BFM TV. On dit juif en fait et point barre. Et à ce propos, Cyrielle, je me permets vraiment l'espace de quelques secondes d'enlever ma casquette de présidente du collectif Agité pour enfiler ma casquette de maman. Dimanche, comme chaque semaine, j'ai emmené mes enfants au Talmud Torah. C'est leur cours d'éducation religieuse dans l'une des synagogues qui a été vandalisée. Je les avais prévenus quand même pour les préparer avant. Il y a eu un acte antisémite et c'est fini, tout est nettoyé. Il y aura juste quelques policiers pour veiller. Et en arrivant, il y avait bien un agent du service de protection de la communauté juive, mais aucun policier à l'horizon. Un employé de la synagogue en train de frotter les murs à l'eau savonneuse pour tenter d'effacer ce qu'il restait de verre sur la façade. Une façade que la ville de Paris avait elle aussi tenté de nettoyer la veille, mais sans succès. Je vous passe la rage silencieuse d'une mère qui regarde ses enfants découvrir cette scène. Et quand les forces de l'ordre sont finalement arrivées, elles ont tenté de rassurer en disant « Tenez-vous bien », que l'enquête est en cours et que l'acte n'est pas forcément antisémite. Cette réponse, Cyrielle, elle résume tout. Elle résume le déni, la peur de nommer,
l'aveuglement. Et c'est exactement ce que de nombreux médias alimentent. Ce qu'on nous demande là, et je ne caricature pas, c'est d'expliquer à nos enfants qu'on déteste Israël au point d'asperger leur école, leur synagogue, mais que ce n'est pas parce qu'ils sont juifs. Forcément, c'est très émouvant ce que vous êtes en train de nous raconter, Leslie Valenzy. Et comme si ça ne suffisait pas, cette semaine, il y a un journal pour enfants, justement, qui a commis une faute morale grave, selon votre collectif. Tout à fait, quand les récits qu'on transmet aux enfants deviennent toxiques, on touche à ce qu'il y a de plus grave, je pense qu'on peut se le dire. Et là, il s'agit de Mon Quotidien, le journal des 10-13 ans à l'audience colossale. 275 000 enfants, familles, enseignants et distribués dans les écoles. C'est le numéro du 30 mai qui pose souci et c'est une maman qu'on remercie qui a alerté notre collectif sur les réseaux. Le titre, dans la bande de Gaza, des Palestiniens utilisés comme boucliers humains par l'armée israélienne. Avec bien sûr un visuel choquant, réducteur, qui représente des soldats israéliens se protégeant derrière des Gazaouis. François Dufour, le rédacteur en chef de Mon Quotidien, s'en défend en 2 arguments. Premièrement, ce sont les enfants qui ont choisi cette info. Alors on va quand même lui rappeler qu'un enfant, ce n'est pas un bouclier moral. Qu'une info choisie par un enfant, c'est une info qu'un adulte lui a proposée et que la rédaction a choisi de publier. Deuxième argument, c'est un fait, pas une opinion, et c'est vérifié par l'Associated Press. Alors on a été nous-mêmes vérifier tout ça, et cette brève précise s'appuyer sur des témoignages et pas sur un jugement ni sur des faits vérifiés. En revanche, ce qui est vérifié depuis des décennies, documenté et sourcé, est-ce qu'on a vraiment besoin de se le rappeler ? Il semblerait que oui, alors allons-y. Dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les maisons, le Hamas utilise systématiquement des civils comme boucliers humains. Et c'est un effet révoltant, Leslie. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut demander à Mon Quotidien après ça ? Alors, on ne leur demande pas l'impossible, Cyrielle, mais juste de respecter leur propre ligne éditoriale qui est 100% fait, 0% opinion. Et c'est pas une option, surtout quand on s'adresse à des enfants, des préadolescents qui sont en pleine construction. Mon Quotidien ne peut pas ignorer que dans les écoles, la haine d'Israël glisse jour après jour vers la haine des Juifs. Mon Quotidien n'est pas sans savoir que 16% des écoliers ne veulent pas d'un ami juif. On veut que la rédaction pense à ce petit lecteur qui refusera de s'asseoir à côté d'un camarade juif après avoir lu l'article. On veut que la rédaction pense à ce même enfant juif qui quittera l'école publique pour une école juive. Les médias pour enfants ont aussi la responsabilité de protéger tous les enfants de la République. Merci beaucoup, Leslie Valenzy, pour ce très beau billet, j'ai envie de dire billet très important, très intéressant et plutôt très émouvant, si on peut dire ça comme ça. Je pense que ça vous a ému aussi, Olivia Catan. Beaucoup, parce que je trouve que les médias d'aujourd'hui ne font pas du tout cet éloge de la nuance que j'aimerais qu'ils fassent et qu'on arrive enfin à avoir une information qui soit un petit peu équilibrée et pas de l'opinion pure et dure. On est censé, par exemple, là je vais vous raconter juste une petite anecdote. Quand on m'a interviewé pour mon livre, la première chose qu'on me pose comme question, c'est vous aussi vous condamnez Israël ? Voilà. Et c'est pour moi, c'est insupportable. D'abord parce que j'ai mon opinion évidemment. Il y a des choses à dire. On a le droit de critiquer la politique d'Israël, mais on ne peut pas déjà choisir obligatoirement ce camp de la haine contre tous les Israéliens, contre tous les Juifs. Et je ne vois que des titres comme ça dans les journaux. Certains médias, par exemple, ne m'ont pas donné la parole parce que probablement je suis franco-israélienne. Des médias me sont presque interdits. Et aujourd'hui, je suis journaliste quand même. J'avais une carte de presse. Donc je trouve ça honteux qu'aujourd'hui certains médias ne m'invitent pas pour parler justement peut-être aussi d'Israël. Quel est notre quotidien en tant qu'Israélien ? Moi, je passais mon temps dans les abris avec mon fils autiste. Toutes les requêtes qu'on prenait toute la journée, qui en parle en France ? À part un ou deux médias qui en parlaient, heureusement, mais on prenait des requêtes à peu près vraiment quand même la journée, la nuit. On avait cette peur à l'intérieur de nous de mourir. Moi, j'étais venue pour 3 ans en Israël pour permettre à mon fils d'aller au lycée. Et dans les abris, quand les
ces roquettes explosaient juste à côté de notre maison, je tremblais en me disant mais voilà, on va mourir en Israël. Et qui en parle? Et j'allumais la télévision en France, et à part CNews, à part vous, à Paris 24, personne ne relayait l'information. Ouais. Et donc cette information tronquée, il faut la combattre. Et en tant que journaliste aussi, on a un devoir de combattre cette désinformation. Et on n'arrêtera pas. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. J'ai peur. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Bonjour Véronique Zana. Bonjour Cyrielle, bonjour Olivia. Et n'ayez pas peur, parce que s'il y a bien un mot qui me voltige dans la tête, c'est la sororité. C'est ma sœur. Alors petit clin d'œil, moi j'étais au lycée Molière, donc il y a quelque chose qui passe. Et votre histoire qui démarre par ce bébé attendu comme un garçon et c'est une fille. Tiens, encore un petit écho. Alors effectivement, ça démarrait comme ça. Et votre corbeille était bien remplie. À la fois le côté de la beauté, de la culture, et puis le côté de la politique avec le combat de votre grand-mère qui en plus, cette politique s'articule à de l'amour. Donc on a déjà là le panier qui donne vraiment une grande force. Et puis on sent tout de suite chez vous ce côté de la nostalgie, cette histoire d'un monde à l'autre. D'ailleurs, un titre qu'on retrouve dans un bouquin, cette façon de s'extraire pour mieux revenir. Et au final, moi ce que j'ai entendu dans tout ce parcours-là, effectivement vous êtes mère, vous ne le lâchez pas et ça vient vous étayer. Mais derrière il y a la femme, et d'ailleurs vous l'avez dit, c'est pas facile d'être une femme pour nous dans la vie. Et puis quand le statut de mère arrive, ça vient tout balayer. Eh bien je trouve que vous avez réussi à articuler le statut de mère et la femme. Et que ça doit pas être simple tous les jours. Mais alors, où est-ce que je l'entends, ce féminin ? Je l'entends justement dans la nuance. Vous êtes très juste et à chaque fois qu'on arrive sur quelque chose, vous n'arrivez pas avec des points extrêmement étayés, c'est précis, c'est comme ça. Vous remettez en ouverture, même sur l'autisme, vous l'avez dit, on ne sait pas d'où ça vient. Je m'y intéresse, je veux pouvoir répondre aux autres de ma place, mais il ne s'agit pas d'une vérité absolue et vous ouvrez à la nuance. Et c'est là aussi où j'entends cette formidable énergie de la sororité, parce qu'une femme qui prête ses mots comme ça, mais ça donne envie d'ouvrir le scope pour le réfléchir. Alors, effectivement, je peux vous donner d'autres mots, et j'avais envie de mettre quand même singularité, femme multiple, une douceur affirmée et la justesse de la nuance. Merci beaucoup Véronique Zana. Je sens que ça allait être long. Je dois rendre l'antenne, mais oui, je suis frustrée pour vous. Je suis frustrée pour vous, mais je dois être très honnête parce que je sens qu'il y en a encore sous le pied, comme on dit. Merci beaucoup pour ce très beau portrait. C'est la fin de cette émission sur l'antenne de Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah-Cohen. Olivia Catan, merci beaucoup d'être venue nous voir pour votre vrai faux roman, Le sens de nos vies aux éditions Les Impliqués chez l'Harmattan. Un tout petit mot de la fin, très bref. Je veux remercier Radio J. Et je veux vraiment vous dire bravo parce que vos questions étaient très pertinentes, très intimes et en tout cas vous m'avez fait me sentir très très bien vraiment lors de cette émission et merci pour ce portrait incroyable. Merci beaucoup. Donc on en parle après. On en parle après évidemment et rendez-vous demain dès 15h avec Lola et Hélène Zudi. Bonne journée sur Radio J.